C'est un cadeau, un cadeau que l'on m'a donné, la possibilité de divertir, de faire oublier les soucis du quotidien. L'animateur Jean-Pierre Foucault a toujours fait partie de la famille. Il passe ainsi de génération en génération. Sa voix chaude sur les ondes, sa bonhomie réconfortante sur le petit écran, sa bonne humeur inaltérable pour son public. Le fait que je fasse le clown, c'était pour moi une parade pour masquer ma tristesse. Choisir d'en rire pour ne pas en pleurer. La seule arme de celui qui, à 14 ans, a dû brutalement apprendre à vivre sans son père. Et il s'est fait descendre dans la rue, on ne sait pas pourquoi, de 2 balles dans le dos, une dans la nuque, une dans le dos. Envoler l'insouciance de l'enfance. Jean-Pierre l'a su très vite. Vivre comme une urgence, être pour ne pas avoir à tricher. Parce que j'ai du mal à comprendre celles et ceux qui font des pieds et des mains pour être célèbres, et qu'une fois célèbres, mettre un chapeau et des lunettes noires pour pas qu'on les reconnaisse. C'est absurde. Jean-Pierre Foucault nous fait l'honneur et la joie de se livrer sur Entre vous et moi, la même bienveillance à la ville comme à la scène. Bienvenue sur Entre vous et moi. N'oubliez pas d'être fidèle à la chaîne avec évidemment nos vidéos sur Entre vous et moi et puis des vidéos à retrouver également en podcast sur l'application Entre vous et moi sur vos plateformes préférées. Et tout de suite, notre invité. Bonjour Jean-Pierre Foucault. Bonjour Dominique, vous allez bien? Je vais très très bien. Écoutez, moi aussi. Je suis même émue. Non. Bah oui, mais oui. Si je m'imaginais un jour vous rencontrer, mais c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Oh là là, je vous retourne le compliment. Merci. C'est mon enfance et mon adolescence qui défilent. Ah, ça commence mal, Non, oui, d'accord. non, parce que je peux vous dire que vous êtes une présence familière dans les maisons et que vous faites du bien. Voilà, vraiment. C'est vraiment. gentil. J'ai l'habitude, parce que dans la télé, on dit toujours tu. Alors ma question fétiche, c'est tu ou vous? Ça m'est parfaitement égal. Si tu préfères vous, on dit vous. Si vous préférez tu, on dit tu. Alors, on va essayer tu, mais je suis Allez. pas sûre de... Allez, on va essayer parce tu. que c'est pas On toujours essaye facile de tenir. Nous sommes ici dans les locaux de la Française des Jeux, Oui. où tu présentes depuis 2000... Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, de temps en temps, 30, 40, 50, 60 fois par an, ça dépend des années, le loto et l'euro million. Ouais. Et Voilà. tu fais rêver les gens. Et je fais rêver les gens. Ouais. Et je joue, et moi, personnellement, je n'ai pas le souvenir d'avoir gagné. Et ben moi non plus, malheureusement. Et ben bienvenue en tout cas sur Entre Merci. vous et moi, et merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci. Vraiment. On ne s'est jamais rencontrés à TF1. Non, Hein, on s'est évidemment croisés sur écran interposé, Bien mais sûr. ben voilà, il fallait attendre Entre vous et moi pour faire connaissance. maintenant c'est enfin. fait. Avant d'être cette grande voix de radio et ce visage si familier à la télé, évidemment, et c'est difficile de l'imaginer, mais Jean-Pierre a été un enfant, et on va commencer par là. Bah, On oui. va dérouler, si tu le veux bien, D'accord. cette vie incroyable. Jean-Pierre, un bébé qui est né le 23 novembre à Marseille. À Marseille, En quelle année? 1947. Donc ça Très fait... très bonne année pour le Bordeaux et Ouais. pour les hommes. Évidemment. Hein. Et c'est meilleur en vieillissant en plus, c'est ça? Ça se bonifie. Ça se bonifie. Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire ton âge? Bah oui, ça fait 77. Si je compte bien, 47, 24, ça fait 77. Voilà. Eh ben, énorme. Comme le temps passe. Énorme. Et tu as grandi où alors? Est-ce que tu as Alors, grandi j'ai grandi à Marseille, je suis né à Marseille. J'ai grandi à Marseille dans un quartier qui s'appelle la Vieille Chapelle, qui s'appelle Bonneveine. Et c'est vrai que j'ai eu une bonne veine toute ma vie. Et jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé. À Ça me 18 rappelle ans, quelque chose. j'ai gagné un concours qu'avait lancé une radio qui s'appelait Radio Monte-Carlo, Ouais. avant de devenir RMC il y a quelques années. Et j'ai quitté à 18 ans Marseille pour aller à Monaco. Voilà. Bon, ça, on va y revenir. On va y revenir. C'est professionnellement. Oui. L'accent, il est où? L'accent, je l'ai eu et je le retrouve lorsque je rentre chez moi, lorsque je baigne dans l'amitié éternelle, c'est-à-dire mes amis d'enfance. C'est vrai. Je retrouve mon accent, mais il n'a jamais été très très prononcé parce que ma mère était polonaise, mon père poitevin, donc j'avais pas d'accent, mais j'avais quand même un accent qui chantait un peu. Mais je me souviens quand je suis arrivé à la radio la première fois, j'ai dit voici la météo pour la côte. Ah non, c'est pas côte, c'est pas côte, c'est la météo pour la côte. Voilà. Ouais. Donc tu le reprends. Mais l'accent, c'est une identité, donc je regrette de ne pas l'avoir conservé comme certains, mais c'est comme ça. Je ne fais pas exprès.
D'ailleurs, à la télé, c'est pas toujours bienvenu, hein, les accents. Oui, et pourtant, c'est, la France est riche Mm. de ces accents, de ces identités multiples qui font notre pays. C'est vrai qu'on entend peu d'accents. Il y avait Cardoz qui faisait la météo, je me souviens qu'il y avait un accent du sud-ouest Ouais. très prononcé. Ouais. Et il y en a eu d'autres, bien entendu, mais ils sont rares, c'est vrai, Ouais, tu as c'est raison. vrai qu'on essayait de les gommer un petit peu. En tous les cas, moi, c'est mes souvenirs. Ouais. Maman. Maman, Paula, Ouais. qui a quitté la fureur nazie en quittant la Pologne, son pays. Elle est allée rejoindre sa sœur à Anvers, en Belgique. Puis, elle avait quelqu'un de ses relations qui était à Marseille, importateur-exportateur. Elle est allée voir ce monsieur pour partir vers l'Amérique du Sud, se protéger, parce que certains membres de sa famille étaient là-bas. Et le hasard a fait que le collaborateur de ce monsieur s'appelait Marcel Foucault, et ils sont tombés amoureux, et donc son voyage vers l'Amérique du Sud s'est arrêté au port de Marseille. Voilà. Elle est restée à Marseille, ils se sont mariés, ils ont eu un garçon, puis 2 autres filles, et voilà, ma vie est marseillaise, et de polonaise, elle est devenue marseillaise et française bien trempée. Si on fait un arrêt sur image sur ça, justement, t'y crois aux rencontres qui se font? Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que tu penses qu'ils devaient se rencontrer, ces deux-là? Je pense qu'ils devaient se rencontrer. Je pense qu'ils devaient se rencontrer parce que elle partait vers l'inconnu. Ouais. Hein. Et là, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui lui a ouvert les yeux en disant non, non, il ne faut pas partir vers l'inconnu. Là, ici, c'est bien. Il en a profité, mon père, pour sauver son neveu et sa nièce, le neveu et la nièce de ma mère, Ouais. puisque, hélas, la maman est partie et a terminé ses jours dans les camps. Il les a accueillis à Marseille, il les a cachés, et donc tout ça, ce lien a fait que, voilà, elle ne pouvait plus quitter ni Marseille ni Marseille. Ouais. Et grande famille avec les frères, les sœurs, et ouais, vous étiez... Alors, la famille de ma mère, ils sont 9 à avoir été exterminés, Mhm. donc je ne les ai pas connus. Mhm. Mon père avait sa sœur, qui était ma tante adorée, qui habitait avec nous, son frère. Oui, c'était une grande famille. Et ses parents qui sont morts, j'avais 3-4 ans, je n'en ai pas le souvenir malheureusement. Donc j'ai pas le souvenir de mes grands-parents, ni maternels et pour cause, ni paternels, mais je me souviens de mon oncle Maurice et de ma tante Delphine, que j'adorais, qui était un peu, et qui disait toujours à ma mère, j'étais le premier à le tenir dans mes bras. Hein. Et ce qui énervait ma mère, mais c'était comme ça. Et on voit d'ailleurs la photo de mon baptême, j'étais dans les bras de ma tante, et pas de ma maman. Tu étais un enfant joyeux? J'étais un petit enfant joyeux, oui, oui. Ouais. J'étais un petit enfant joyeux, un peu insouciant, très sérieux jusqu'au CM2, et après j'ai commencé à faire des bêtises, et après ça a été qu'est-ce qu'on va faire de lui, hein, bon, parce que c'est vrai que j'ai redoublé ma 6e, j'y étais bien en 6e. C'est ça. Donc Pourquoi je me changer? dis que c'était pas inutile de faire une 2e année. Et puis ensuite je me suis fait virer pour indiscipline Ah oui. de ce lycée Marseille-Vert, qui est un lycée extraordinaire, où la cour de récréation, c'était tout le massif de Marseille-Vert. Donc on allait cueillir des arbouses, cueillir du genêt pour le sentir en saison. C'était un endroit magique. Mais moi, je préférais l'endroit magique aux études. Quand tu dis virer pour indiscipline, t'as fait quoi? En fait, c'était un lycée dit pilote. Ouais. Et donc, un lycée pilote où il y avait une certaine liberté. Et il y avait 2 disciplines qui vont te faire sourire. Il y avait Ops et Vix. Ops, ordre, propreté, silence. Vix, vie communautaire et sociale. Ce serait bien aujourd'hui que dans les écoles, il y ait la vie communautaire et sociale et l'ordre, propreté, silence. Alors, en ordre et propreté, c'était assez correct, mais en silence, c'était catastrophique. Et donc, j'avais plutôt tendance à prendre la défense de mes potes, mes copains et copines de classe, c'était mixte, vis-à-vis des professeurs. J'avais l'impression que j'étais l'avocat permanent de ma classe, qui n'avait pas l'air de plaire forcément à mes professeurs. À tel point que, lorsque mes sœurs sont arrivées au lycée, à 1 an d'intervalle, le surveillant général, M. Bianchi, a dit « Foucault, vous êtes la sœur de... » Calmez-vous, hein. Mais nous, on n'y peut rien, voilà. Donc j'avais une petite réputation à l'école, et le censeur, à l'issue de ma 3e, après avoir brillamment eu mon BEPC, qui est mon seul diplôme avec le 25 mètres nage libre, m'a foutu dehors, voilà. Bon. Ah oui.
Tu gardes quel souvenir, toi, de l'école? Pas un très bon souvenir. Non. Non, pas un très bon souvenir. La première partie de mon enseignement jusqu'au CM2, c'était formidable. Et après, non, pas un très bon souvenir, parce que cette liberté, en fait, pour moi, était un handicap. C'est curieux de dire ça, mais il y avait trop de liberté. Mes parents auraient souhaité, peut-être que moi aussi, finalement, avec le recul, que je sois un petit peu plus encadré. Et donc, ce lycée pilote n'a pas été une bonne chose pour moi. Mais c'était vraiment un endroit absolument magique. Donc, je ne garde pas un bon souvenir, parce que j'y étais pas très très bien, et que à 14 ans, mon père est parti, donc ça a fait que j'étais devenu un peu un objet un peu curieux, que l'on montrait du doigt, parce qu'il avait une particularité, voilà. Oui, oui, tu en parles là, Ouais. donc on va en parler. Ouais. Ton enfance va disparaître un peu trop tôt. Le 22 février 1962. Ouais. Mon père était importateur, exportateur, donc de fruits et légumes. Il avait des succursales à Alger, Tunis, Abidjan, Beyrouth aussi, d'où il m'envoyait des cartes postales avec des cèdres enneigés. Et il est allé en février 62 vérifier la comptabilité de son agence d'Alger, et il s'est fait descendre dans la rue, on ne sait pas pourquoi, de 2 balles dans le dos, une dans la nuque, une dans le dos. On ne sait pas pourquoi. Et je n'ai jamais su pourquoi. Même si, il y a quelques mois, la secrétaire d'État aux anciens combattants, Patricia Mirales, m'a dit, que je connaissais parce que je l'ai rencontrée chez des amis, m'a dit je vais essayer de retrouver les documents. Et elle a retrouvé des documents extraordinaires concernant mon père, notamment la main courante, notamment le rapport de police secours qui est allé sur place. Donc j'ai lu de mes propres yeux comment cela s'était passé et quelles en ont été les conséquences que je connaissais. J'ai lu le numéro de la voiture avec son chauffeur qui est parti en trombe après l'assassinat. Donc j'ai connu ça plus de 50 ans, presque 60 ans après. Mais c'est pour moi un mystère, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et donc à partir de là, je suis devenu adulte. Je suis devenu adulte parce que quand je rentrais chez moi, à la salle à manger, je m'asseyais à ma place, ma mère me dit « Non, non, tu prends la place de ton père ». Et là, j'ai senti que j'avais quand même une certaine responsabilité. Et pour en revenir à l'école, les gens disaient « Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ton père ci, ton père là ?» Et donc j'ai décidé de faire le clown pour qu'on évite de me poser cette question et qu'on dise, plutôt que pourquoi, fais-nous marrer. Et en réalité, ça a été en quelque sorte ma formation professionnelle à l'école, et ça m'a beaucoup servi ensuite quand j'ai entamé ma carrière professionnelle. Il y a un sourire là. Ouais. Moi, je veux qu'on revienne à ça. Comment un petit bonhomme apprend ça? Il apprend ça d'une façon très curieuse. Il apprend ça d'abord par un mensonge. Ton père a eu un accident de voiture. Donc il va revenir, il ne rentrera pas demain, mais la semaine prochaine. Et on avait une maison, j'étais en haut c'était un jardin en espalier, comme ça. Et la porte de la rue, je la voyais depuis ma terrasse, elle était en bas du jardin. Et j'imaginais toujours que cette porte s'ouvre et que mon père arrive avec des béquilles. Parce qu'un accident de voiture, bon, quand on a un accident de voiture, on revient avec des béquilles, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, il n'est pas revenu avec des béquilles, il est revenu entre quatre planches. Mais j'ai trouvé ça profondément injuste. Je l'aimais beaucoup, même s'il était extrêmement sévère et rigoureux, non seulement avec moi, mais avec mes sœurs. Mais il nous a donné une éducation qui, par la suite, m'a servi dans la vie. Ma fille me fait rire, elle me dit « Arrête de dire c'est inconvenant. » Mon père disait ça, on ne fait pas ça, c'est inconvenant. Attention, respecte ceci, respecte cela. Fais pas ci, fais pas ça. Le fait d'avoir appris sa mort par un mensonge, tout comme, je crois, tu me dis si je ne me trompe, mais Monsieur Verdier, le censeur de ton lycée, qui n'a pas accepté de téléphoner à la maison alors que tu demandais. Voilà, j'étais au lycée quand on m'a appris que mon père avait un accident de voiture. Et j'ai demandé au censeur de pouvoir appeler à la maison à Marseille, pour savoir ce qu'il en était. Et il n'a pas voulu. Et je lui en ai voulu longtemps. Longtemps, parce qu'il m'a pas... C'était rien, un coup de téléphone, etc. J'en ai voulu longtemps, à tel point que quand j'ai fait de la radio, pendant 20 ans, je faisais des sketchs, un sketch d'ouverture tous les matins. Et dès qu'il y avait un abruti, il s'appelait Monsieur Verdier.
Bon, c'était ma petite vengeance un peu, comment dirais-je, un peu curieuse, mais moi, ça me faisait du bien. Bon. Et ce monsieur, je ne l'ai pas revu, il ne s'est pas rendu compte, je pense, dans l'instant, le mal qu'il m'a fait. Et d'ailleurs, pour un magazine de télévision, du temps de Sacrée Soirée, je suis allé voir mon professeur principal, qui s'appelait Jean Ripert, un monsieur formidable, qui était mon prof d'anglais, etc., qui était enjoué, il était rond, il était... Et voilà, c'était un type bien. Je suis allé le voir à Auriol, dans les Bouches-du-Rhône, il me dit « Jean-Pierre, je suis content que tu viennes me voir, etc. » Il était à la retraite. Et il me dit « Je vais te dire quelque chose. » J'ai compris qu'on n'avait pas compris. C'est-à-dire que il a compris plus tard que le fait que je fasse le clown, c'était pour moi une parade pour masquer ma tristesse. J'ai compris qu'on ne t'avait pas compris. Et j'ai dit, Monsieur Ripert, ça me fait plaisir que vous me disiez ça parce que je garde ce souvenir dur de Monsieur Verdier qui n'a pas, etc., etc. Voilà. Donc lui, il avait compris. Tu comprends aujourd'hui pourquoi ils ont essayé de fuir, en fait? Non, non, ça n'a pas grande importance. Mais c'est-à-dire que c'était tellement soudain et peu commun qu'on n'a pas le temps de se poser des questions. Crime politique ou pas Ah du non, tout? pas du tout. Ouais, Non, pas du tout, non, non. tout. Mais j'ai demandé. J'ai fait ressortir les listes des gens, il ne faisait pas partie de l'OS, non, non. Il était simplement un homme d'affaires. Et d'ailleurs, quand ma mère m'a dit, il est parti vérifier la comptabilité, je me dis que peut-être, il s'est senti que l'homme qui a son associé sur place piquait un peu dans la caisse, peut-être, je ne sais pas. Et qu'à l'époque, c'était le 22 février 62, l'autodétermination indépendante, c'était en mars 62, on pouvait faire descendre n'importe qui par n'importe qui pour une poignée de francs. Hein, donc peut-être que le problème a été réglé ainsi, peut-être, je ne sais pas. Et je ne saurais jamais. C'est tôt, 14 ans, pour perdre son papa. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ado? C'est compliqué parce que il se passe, moi j'ai reçu une lettre de mon parrain qui me dit désormais tu es le chef de famille. Alors ça te tombe comme ça sur les épaules, tu te dis mais c'est quoi chef de famille, etc. Bon, tu prends des responsabilités, etc. Pour vivre, ma mère a loué les bureaux de mon père, hein, qui n'avaient plus lieu d'être, mais elle les a conservés. Et c'est moi qui tapais avec 2 doigts sur la machine à écrire les reçus de loyer, etc., pour faire vivre la petite maisonnée, c'est-à-dire ma mère, Françoise et Anne, mes 2 sœurs, et moi-même. Donc voilà, c'est compliqué, la vie change. La vie change. Il y a le côté du gamin qui est là tous les jours comme un gamin normal, et de l'autre côté, celui à qui on a donné les responsabilités. Et ces responsabilités, tu es bien obligé de les prendre. Ensuite, on a été adopté par la nation, donc on a été pupille de la nation. Et je raconte souvent cette anecdote du fonctionnaire. J'ai eu ma carte de pupille de la nation, et il y a la mention mort pour la France. Hein. Et le fonctionnaire a pris une règle, Nassi Loabi, il avait rayé la mention mort pour la France, puisque mon père était pas mort pour la France, il était mort pour rien. Hein. Donc ça m'avait un peu choqué. Donc cette carte, je l'ai gardée. Le fait d'être adopté par la nation ne m'a servi strictement à rien. Et la nation ne m'a pas été reconnaissante. À partir de ce moment-là, tu continues d'aller à l'école, tu continues ta vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu fais le clown. Où tu vas? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire de ta vie à ce moment-là? Non. J'ai un copain qui est toujours mon ami, qui est mon voisin, là où nous habitons, qui est un passionné comme moi de radio. On adorait la radio, on écoutait la radio. Et il avait reçu en cadeau un magnétophone. Et on parodiait, on faisait des émissions de radio, on mettait des disques, alors on avait un taux d'audience de 100%, puisqu'il n'y avait que 2 auditeurs, c'était nous, et on écoutait. Donc ma passion, c'est la radio. Quand j'écoutais la radio le matin, il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Lourier, à Paris Inter, à 7h du matin, il était de bonne humeur, enjoué. J'ai dit, voilà ce que je veux faire, être de bonne humeur dès 7h du matin, parce que moi je me réveillais pour aller à l'école, j'étais dans le potage le plus complet, et j'ai dit, mais comment il fait ce bonhomme pour tous les matins être déjà réveillé, être en forme, et me donner la banane. Moi, voilà. Et donc, quand il y a eu cette opportunité de concours, mon copain a saisi la chance à ma place et je suis là aujourd'hui. Ça s'est passé comment, ce concours? Ça s'est passé très bien. D'abord, il a fallu me retrouver parce que pour gagner ma vie, je vendais des porte-clés. C'était la grande époque
des porte-clés. J'ai pris la 2 chevaux de ma mère et je partais un petit peu partout pour une entreprise de Toulouse avec une mallette, avec des modèles pour taper chez les commerçants en disant « Est-ce que vous voulez des porte-clés ?» Et il fallait bien que je gagne ma vie. Et comme je n'avais pas un rond, je dormais dans les campings. J'avais une voiture hôtel, c'était une 2 chevaux. Une 2 chevaux, c'est une voiture hôtel. Tu enlèves les sièges et tu mets ton sac de couchage à l'intérieur. C'est un hôtel 4 étoiles. Il n'y a pas la salle de bain. Mais enfin, dans les campings, il y avait ce qu'il fallait. Et ma mère a fait tous les campings pour me retrouver parce que j'étais sélectionné comme finaliste. Elle a envoyé des télégrammes. Et un soir, quand je suis rentré au camping de Perpignan, il y avait un télégramme sous l'essuie-glace en disant « Appelle maman, urgent ». Alors j'ai appelé ma mère, elle dit « Rentre vite, rentre vite ». Je suis rentré à Marseille avec la 2 chevaux, Perpignan-Marseille, il n'y avait pas d'autoroute. Elle m'a amené chez Armentières-Isigran pour me faire un costume vite fait, noir, joli, etc., pour que je puisse aller me présenter à Monte-Carlo. Je ne savais même pas où c'était Monte-Carlo. Je ne savais pas s'il fallait des vaccins, passeport, je ne savais pas. Et je passais Nice, je suis arrivé à Monaco, et je me suis retrouvé en tête-à-tête avec le 2e finaliste, Patrick Topalov. Et on s'est regardé en chien de faïence, il devait en rester qu'un seul. Et la direction a pris la sage décision de couper le salaire en 2, de nous garder tous les 2. Et voilà, et ça a commencé comme ça, on a commencé notre vie. 6 mois après, on s'est fait virer. Et on est allé à Europe 1, et là, on a été engagé à Europe 1. Viré pourquoi? Tu parlais trop? Oh non, parce que on a été viré tout simplement parce que les animateurs, speakers qui étaient là, qui étaient la 2e génération après la guerre, voyaient d'un mauvais œil arriver de jeunes gens qui allaient peut-être piquer leur place, ce qui est peut-être humain, je le comprends maintenant aujourd'hui, et donc ils ont tout fait pour qu'on parte. Et j'ai gardé dans mon bureau à Marseille les 2 lettres, ma lettre d'engagement et ma lettre de renvoi 6 mois après. Et ensuite, mais le monsieur qui nous avait engagés connaissait très bien Lucien Maurice, qui était le patron d'Europe 1. Il lui a dit « Écoute ces 2 gamins, ils sont formidables ». Et il nous a écoutés, il nous a engagés à Europe 1. Voilà. Ok. Donc Europe 1... Europe numéro 1 à l'époque. Hein. C'est ça. Pendant 2 ans. Ouais. Puis en 69, tu retournes sur RMC. Je retourne sur RMC. Le patron a changé. Le monsieur qui s'appelait Jean Gauthier m'appelle, me dit « Est-ce que vous voulez revenir chez vous ?» Moi, le soleil me manquait trop. Et nous sommes tombés d'accord. Et je suis revenu à Monaco, je suis resté 20 ans, je crois. Ouais, c'est ce que j'ai marqué. Voilà, 20 donc, ans. C'est ça, donc c'est bon. Donc, c'est vrai. Okay. Je suis resté 20 ans et là, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai une certaine notoriété dans le midi de la France, sous la ligne Genève-La Rochelle, où on pouvait écouter Radio Monte-Carlo. Et voilà. Et puis ensuite, je faisais des petites incursions à Paris pour faire un peu de télévision. Et ensuite, des passages chez RTL. Ouais. Et tu retournes sur RMC en tant que directeur des programmes jusqu'en 98. Et en 2001, tu deviens, évidemment, la voix du jeu Quitte ou Double, l'animateur emblématique de ce jeu. Quitte ou Double, c'était Zapimax, qui était avant. Il y avait Marcel Faure, avant Zapimax. Et en 2001, c'est vrai que, bon, j'étais très très heureux de présenter ce jeu absolument mythique. Et moi, j'ai eu Quitte ou Double, après qui veut gagner des millions, donc l'argent, le loto, l'argent me poursuit. Il paraît qu'il faut te toucher d'ailleurs. Il paraît que c'est pas le bonheur, c'est ça? Ok, bon, bah c'est bon. 2025, et bien. Donc ça, c'est côté radio. Ouais. Il y a aussi la télé, évidemment, où tu arrives en 76 sur Antenne 2, grâce à un certain Pierre Lescure. Oui, ce Pierre Lescure qui était avec moi à Radio Monte-Carlo au début, il me dit, écoute, il m'appelle, il me dit, il y a un jeu américain formidable qui s'appelle Hollywood Square, on veut le faire, est-ce que tu veux l'animer, etc. Et c'est devenu l'Académie des Neufs. Et donc, il m'a proposé il m'a proposé de faire l'Académie des Neufs. Et voilà, c'est parti comme ça. Nous sommes restés complices et nous sommes toujours amis. Quand tu le revois, Pierre Lescure, qu'est-ce que tu lui dis? D'abord, je ne peux que le remercier, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier de la télévision. On se respecte beaucoup. Je suis content de voir que, on ne va pas le dire fort, mais que 50 ans après, on est toujours amis. Il suffit d'une rencontre dans ce monde impitoyable de la télé, c'est les rencontres. Essentiel. On ne peut pas être cloîtré dans sa chambre en disant « j'ai pas de chance, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance ». Si tu ne vas pas au-delà. Alors, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas. Mais il y a des rencontres essentielles. Le monsieur qui m'a engagé à Radio Monte-Carlo, c'était pour moi une rencontre formidable. Quand il est mort, son fils m'a appelé,
Il me dit, j'ai un cadeau pour vous, mon père vous a laissé quelque chose. C'est incroyable. Il est mort 25 ans ou 30 ans après m'avoir engagé à Radio Monte-Carlo. On m'a donné une boîte, une vieille boîte, je l'ai ouverte. Il y avait la lettre qui avait été écrite, ma photo d'identité, un trombone rouillé, le concours, des commentaires, manque de vocabulaire, mes bonnes voix, etc. Il voulait me remettre ça, c'était quand même extraordinaire. Donc ces rencontres sont indispensables. Étienne Moujotte aussi. Si je n'avais pas rencontré Étienne Moujotte à Europe 1, lorsque j'étais à Europe 1, ensuite à Télé 7 jours, lorsqu'il était à Télé 7 jours, un jour il m'appelle, le train de la 5 est passé, je suis resté sur le quai moi. J'ai vu passer le train, j'ai dit oh, 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 et il ne s'est pas arrêté. Et Étienne m'a appelé en disant écoute, il n'y a plus que toi. Est-ce que tu veux? J'ai dit oui, je veux. J'ai voulu aller voir le président d'Antenne 2, Claude Contamine. C'était le vendredi de Pentecôte. J'ai appelé le cabinet de Contamine. J'ai dit j'aimerais voir le président parce qu'on me propose de partir sur la une. J'aimerais quand même le voir. Et on m'a dit mais vous n'y pensez pas, c'est Pentecôte, nous verrons cela mardi. Je dis bon. Et Francis Bouygues m'a reçu le samedi de Pentecôte dans son bureau et m'a engagé. J'ai quitté le service public comme ça. Et depuis 1987, je suis à TF1. La vie est bien faite, tu crois? Il faut louper des trains? Il faut louper des trains, bien sûr. Il ne faut pas le prendre dans la gueule, mais il faut louper des trains. Hein. Il faut louper des trains, bien sûr. C'est heureusement que le train ne s'est pas arrêté. Il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Il y en a qui ont la malchance de voir le train s'arrêter, de monter dedans. Bon, moi j'ai eu cette chance-là qui a été fondamentale dans ma vie professionnelle, incontestablement. Tu n'es pas de ceux qui disent que quand ça ne se fait pas, ce sont des échecs ou des rendez-vous ratés ou... Non. Ouais. Mais quand il y a un échec ou un rendez-vous raté, j'ai toujours eu, je ne sais pas pourquoi, ça rebondit très vite. Ouais. J'ai eu cette chance-là qu'on me propose quelque chose d'extraordinaire, qu'on me propose des concepts extraordinaires qui font que, voilà, à la fin de sacrée soirée, moi je me dis qu'est-ce que je vais faire. Et puis on a fait des années tubes, ça a marché. Et puis j'ai fait Miss France, ça a marché, j'ai fait ma 30e Miss France il n'y a pas longtemps. Et puis qui veut gagner des millions, enfin voilà. J'ai eu cette chance-là d'avoir servi des concepts extraordinaires. T'y crois, toi, si je te dis ton père n'est pas très loin? Ah bon, j'y crois dur comme fer. Il veille? C'est lui qui me guide, c'est sûr. C'est lui qui me guide, j'aurais bien voulu lui montrer, j'aurais bien voulu l'emmener sur mon petit bateau, parce qu'il adorait la pêche, il n'avait pas de bateau, l'emmener pêcher, j'aurais bien voulu qu'il soit dans ma maison qui est au bord de l'eau, où on ne voit que la mer, etc. J'y pense souvent, mais je suis certain que c'est lui qui me guide, mais évidemment. Il y a ma tante à côté qui doit le dire, et puis ma mère maintenant, voilà. Et de voir son petit garçon là, de 14 ans, quand il l'a quitté, le voir sur les plateaux de télé adulé par le public, parce que tu l'es. Je sais pas si ça l'émeut, mais enfin, je pense qu'il ne doit pas être... Ma mère était contente. Ouais. Ah, ma mère était fière. Ma mère était fière. Elle allait d'ailleurs toujours faire le marché le lendemain de sacrée soirée. Comme ça, on était sûr qu'on lui fasse un petit commentaire, une petite réflexion. Mon père, je ne sais pas, mon père, il était assez froid, assez rigoureux. Alors, peut-être qu'il le pense, mais il ne l'aurait pas montré. Et toi, la notoriété, tu la gères comment? Je l'ai cherché. Je l'ai cherché et je l'admets. Quand on me demande un selfie ou une signature, j'accepte toujours. Parce que j'ai du mal à comprendre celles et ceux qui font des pieds et des mains pour être célèbres et qu'une fois célèbres, mettre un chapeau et des lunettes noires pour pas qu'on les reconnaisse. C'est absurde. Hein. Moi, je remercie tous les jours que Dieu fait le fait d'avoir obtenu cette notoriété grâce à mon travail, c'est vrai, mon travail, ma chance, mes rencontres. Talent. Peut-être un peu de talent aussi, mais surtout grâce à celles et ceux qui te font roi, hein, qui décident comme un seul homme de te regarder ou de ne pas te regarder. Ouais. Ou de ne pas te regarder. Là, je viens de faire une émission où ils ont tous décidé de ne pas la regarder. C'est comme ça. J'en ai fait tellement où ils ont décidé de la regarder que, c'est vrai que nous sommes déçus parce que nous avons tous travaillé énormément en direction de ce public. Et comme un seul homme, le public a dit non, on ne veut pas. C'est lui qui a toujours raison. Et c'est pas grave? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Si, c'est tant mieux pour la chaîne parce que c'est un investissement lourd.
Un programme de la sorte, c'est un investissement très très long. Mais c'est la règle du jeu. Ouais, ouais. Donc cette notoriété, je l'admets, je vis avec et je fais attention. D'ailleurs, moi je vis maintenant chez moi dans mon village à côté de Marseille où je suis un non-événement quand je vais faire le marché en short, en t-shirt. Bonjour Jean-Pierre, voilà. Hein. Et ça va, mais c'est plus la notoriété. C'est un carien, parce que j'habite Carry-le-Rouet, comme les autres. Hein. Alors, Isabelle, Isabelle, elle est partie. Oui. la dame de l'ombre, La dame de l'ombre. voilà, qui t'accompagne depuis 30 ans professionnellement. Professionnellement, c'est mon assistante, oui. Voilà, qui nous dit, en fait, je pense qu'il ne se rend même pas compte du regard que l'on pose sur lui. Jean-Pierre, pour lui, il est un non-événement, exactement ça, mais il ne se rend pas compte, au contraire, de ce qu'il diffuse. Ça te... Je crains qu'elle veuille une augmentation. C'était pas fait pour ça, je crois. Ouais. Je sais C'est pas. peut-être ça l'humilité aussi, non? Je sais pas. Hanouna m'avait dit Jean-Pierre Foucault, c'est le seul qui ne sait pas qu'il est Jean-Pierre Foucault. Ben ouais. Bon, mais moi je peux pas, je suis comme ça, je peux pas, j'ai du mal à le vivre. C'est une denrée rare hein, à la télé. Peut-être. Ouais. Divertir. Sacrée soirée. Qui veut gagner des millions? Interville, les Miss France, tu en as parlé. Divertir les gens, ça veut dire quoi, Jean-Pierre? C'est un cadeau, un cadeau que l'on m'a donné, la possibilité de divertir, de faire oublier les soucis du quotidien. Je pense que moi, les gens, quand ils s'assoient devant la télé, quand ils choisissent un programme, c'est pour oublier tous les tracas de la journée. Hein, et on les emmène ailleurs. Et c'est pas, tu restes chez toi, mais tu es ailleurs. T'es ailleurs, sacrée soirée, réveil, pleurer, qui veut gagner des millions? Ah, c'est cette question, Miss France. Mais non, je t'avais dit que ce serait elle, mais non, c'est pas elle. Voilà. Ils sont ailleurs pendant un certain temps. Et le fait de pouvoir avoir cette arme magique, hein, en quelque sorte, de dire, si vous venez avec moi, je vous fais oublier tous vos tracas du quotidien. Ah ben, ceux qui viennent, ils oublient tous leurs tracas du quotidien. Et je pense qu'ils sont pas mécontents. C'est ce que tu as fait toi, de ta vie? C'est ce que j'ai fait moi de ma vie, ah oui. Mais si j'avais pas, si j'étais resté sur le premier gros tracas, pour employer le même mot, du 22 février 62, je serais peut-être plus là, puis je serais renfermé, je serais malheureux comme les pierres. À partir de cette date-là, j'ai décidé de m'ouvrir, au contraire. Parce que derrière ce sourire inébranlable, cette bonhomie, il y a... Il y a quand même, ouais. J'avais fait un bouquin qui s'appelait « Le sourire aux larmes ». Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais je préfère oublier tout. Moi, j'y pense, moi. Mais je ne partage pas mes pensées avec mes proches. Non, non. Moi, je pense à mon père, à ma tante tous les jours, à ma mère, etc. Mais c'est pas utile que j'en fasse état auprès des proches. Ils ont déjà assez de soucis comme ça avec moi. Et pourtant, tu as décidé d'en parler de ton papa. Oui. Ce que tu n'as pas fait au début. En fait, non, non, parce que je voulais pas qu'on dise il parle de ça pour asseoir sa notoriété. J'ai décidé d'en parler une fois que la notoriété était acquise et qu'on ne puisse pas dire il se sert de ça pour. Non, non, non. J'avais pas besoin de ça pour être connu, puisque j'étais connu et très connu. Hein. Donc j'ai décidé d'en parler pour prouver justement à celles et ceux qui peut-être subissent les mêmes, comment dirais-je, les mêmes tracas, le mot est faible, qu'on peut mettre ça de côté et peut-être continuer à avancer et s'en sortir. Hein. C'est un beau message en tous les cas. Je le partage avec mes enfants. Merci. Toujours fidèle à toi-même, constance, sourire et une voix chaude. On fait comment pour être Jean-Pierre Foucault, mais ne pas jouer à Jean-Pierre Foucault? Ah ben, il ne faut pas tricher. Moi, je suis le même à la ville qu'à la scène. Hein. C'est-à-dire que je suis comme ça, là, avec toi. Quand je vais partir, je vais aller voir mes collaborateurs. Je serai le même. Il ne faut pas tricher. Mais d'ailleurs, si on triche, si on fait semblant d'être sympa alors qu'on n'est pas sympa, ça se voit très vite. La télévision, c'est un révélateur. Il faut se méfier de celui qui est faussement sympathique. Ouais. Non, non. Et puis, ça te permet de ne pas tricher. Le fait d'être toi-même, tu es tranquille, tu es toi-même. Donc tu ne peux pas un jour te couper en disant « Ah mais merde, je suis sorti de mon personnage ». Non, non. Le personnage, c'est moi. Voilà. Alors, est-ce que le personnage se met en colère? Est-ce que le personnage gueule quelquefois? Ah bah bien sûr. Ouais. Bien sûr, le personnage, il est chiant, le personnage...
Tu me rassures alors. Le personnage demande à Isabelle, rendez-vous à 9h, si elle n'est pas là à 8h30, ça commence à bouillir. Quoi. Ah oui, non, je suis comme ça, je suis assez rigoureux dans l'exercice de mon métier. Il n'y a pas de hasard. Hein, nous, notre métier, c'est de l'improvisation préparée, Ouais. si je puis dire. Hein. Ton défaut alors? J'ai aucun défaut. Ah si, Enfin, rassure-moi. Mon défaut, c'est d'être chiant, justement, et d'être peut-être un peu, de temps en temps, de mauvaise foi. Mais je te l'avais dit. Voilà, C'est ça, hein, voilà. c'est bien ça aussi. C'est bien ça. Ça permet de faire passer plein voilà, de trucs. ça fait du bien. Et ta qualité principale? Je sais pas. C'est peut-être l'écoute. Ouais. Et c'est d'ailleurs notre métier que nous partageons, Oui. c'est d'écouter. Oui. Parce qu'il y a souvent des journalistes, des animateurs qui posent des questions et qui n'écoutent pas la réponse, qui pensent à la question d'après. Mais l'intérêt de pouvoir rebondir, c'est d'écouter ce que dit l'autre. Bien sûr. À l'écoute, c'est peut-être une qualité que j'ai. Savoir poser les questions, mais surtout écouter les réponses. Exactement. C'est ma phrase de prédilection. Ah ben, tout à fait. Ouais, je vais la faire mienne. Et voilà. Je prendrai 10%. Interville. Oui. Waouh, ça aussi c'est... Ah là, on a fait 5 ans. Hein. On a fait 50 Ça ans. c'est énorme. Ouais. C'est toute notre enfance aussi, notre adolescence là. Mais moi, j'ai pas fait l'interview, la première. La première, Non, c'était Gulux et Gulux. Léon Zitrone. Je ne vous entends pas, Gulux. Ouais. Pourquoi tu penses justement que cette émission fait partie de l'histoire de France, l'histoire... Mais parce que c'est une émission où chaque village, chaque ville défendait son clocher. Ouais. Hein, c'était, on est les plus forts, etc. Et puis il y avait cette ambiance du direct, c'est extraordinaire. Ouais. C'était le règne de la mauvaise foi. Je me souviens, quand je présentais avec Fabrice, il trouvait que mon candidat avait triché. Moi, je le défendais, alors que je savais qu'il avait triché. Je le défendais, que jamais de la vie, sinon je le prends très mal, mon cher Fabrice, etc. Non, c'était un jeu formidable. Ouais. Le jeu, le règne de la mauvaise foi, de la bonne humeur. Et du clocher défendu. Voilà. Avec la caravane qui passait. Avec la caravane qui passait, ouais. Il y avait le Tour de France et Interville. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, elle a été revisitée, hein, Ouais. cette émission diffusée pour cet été, avec Nagui et Bruno Guillon. Et je reprends une phrase que j'aime particulièrement de toi. Interville, sans les vachettes, je n'aime pas du tout. Ce n'est plus Interville, c'est comme les JO de natation sans eau dans la piscine. Aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, sans être taxé de tous les péchés de la terre. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, je souhaite à Nagui le succès, Évidemment. bien évidemment. Mais Interville sans les vachettes, Interville... Alors, c'est vrai que les gens qui défendent les animaux, à commencer par Isabelle, sont scandalisés. Mais ceux qui aiment les animaux ne le sont pas, parce que moi c'est pas mon métier. Mais ceux qui s'occupaient des vachettes m'expliquaient qu'elles s'amusaient comme tout le monde, comme nous. Alors peut-être qu'ils se trompent, peut-être qu'ils disent ça dans leur propre intérêt. Hein, c'est possible. Mais il n'y a jamais eu d'incident avec les vachettes. Tout le monde était respectueux de tout le monde. Et quand elles partaient ensuite dans le taurine, etc., elles s'étaient remarquablement traitées. Non, elles faisaient partie du spectacle. Bon, on veut les enlever parce que ça ne se fait plus. Si on arrêtait de dire ça ne se fait plus, on serait peut-être un petit peu plus heureux. Ouais. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. C'est compliqué, c'est compliqué. Il faut faire plaisir à tout le monde. On peut plus dire ci, on peut plus dire ça. Si vous faites une petite réflexion sympathique, humoristique à quelqu'un, on vous dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a dit ?» etc. Non, c'est... Moi, je préfère avoir vécu à mon époque, si je puis dire. C'est les vieux cons qui disent ça. Bah, Ah, c'était mieux à mon époque. Alors, je suis une vieille conne aussi. Ouais. Mais je pense que, est-ce que tu aurais pu commencer à bosser maintenant dans cette On peut pas dire, compliqué, hein. on peut pas dire, mais ça aurait été compliqué. Ouais. C'est compliqué. À la radio, maintenant, c'est les camemberts où on parle 8 secondes, on machin, etc. Et on reparle 12 secondes. Je peux pas. Très policé. Nous, on nous lâchait la bride, hein, et on pouvait faire ce qu'on voulait. À Radio Monte-Carlo, c'était génial, parce que avec mon collègue Léon, avec qui on faisait des sketchs tous les jours, nos patrons étaient à Paris. Et on ne recevait pas la radio à Paris. Donc c'était absolument génial. Donc on faisait tout ce qu'on voulait, on essayait tout ce qu'on voulait. Les gens, nos éditeurs étaient morts de rire, et nos patrons étaient persuadés que tout se passait bien. Non, on nous avait dit, vous ne touchez pas à la religion et à la famille princière, ce qui me paraît tout à fait normal. J'ai raconté ça l'autre jour au prince Albert qui a rigolé. Et bon, ben voilà. Et cette liberté
nous a permis justement de nous recadrer nous-mêmes et de faire ce que nous sommes devenus. Cette liberté-là, Hein? on l'a ici, nous. La pensée unique, la bien-pensance, tu penses que tu aurais été quel type d'animateur aujourd'hui, justement? Non, je ne me pose pas la question parce que, tu sais, quand j'ai décidé de passer la main de Qui veut gagner des millions et de conserver que Miss France, j'ai toujours dit l'envie m'a quitté. Et c'est génial. Parce que comme l'envie m'a quitté, je ne regarde pas la télévision en disant « Oh, j'aurais voulu que ce soit moi, j'aurais voulu, pourquoi c'est pas moi ?» L'envie m'a quitté. J'ai été gâté pendant 30, 40 ou 50 ans de ma vie professionnelle. Ça fait 58 ans que je travaille. Je ne vais pas encore en plus me dire « Et si aujourd'hui ?» Non, non, je ne me pose pas la question. Quand on voit le classement là, des animateurs préférés des Français, toi, tu te dis quoi? Ça correspond à quoi, justement? Ça correspond à l'instant présent. C'est normal, c'est un bon classement. Moi, je n'y suis pas parce que je suis plus à l'antenne, donc c'est normal. Mais je l'ai été longtemps. Mais de toute façon, c'est très artificiel et ça n'apporte rien. Mais ça fait toujours plaisir. Je vois mes collègues qui sont contents, ils ont raison de l'être. Ouais. Moi, j'étais content quand j'y étais. Avec le recul, quand on pense à l'instant T, au moment, c'est ça qui est important, c'est la durée et non pas Incontestablement. le buzz du moment. Incontestablement, la durée. La durée, c'est le véritable chef-d'œuvre d'une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit. Que ce soit à la télé, à la radio, ou dans la boulangerie, la durée. Ouais. La durée. Et si on dure, c'est qu'il y a peut-être une petite raison. Ton avis? On est soi. Peut-être, ouais. Certains ont leur ton bien à eux, les animateurs comme toi, tu as ta voix, ton visage. Tu as lancé Cyril Hanouna, par exemple. C'est toi qui a permis justement de le mettre en lumière. C'est-à-dire qu'on a travaillé 5 ans ensemble à RTL, un jeu qui s'appelait La Bonne Touche, je le trouvais absolument génial, très très drôle. Ouais. Et je ne me suis pas trompé parce que vu la carrière qu'il a fait, alors même s'il est décrié, etc., moi c'est mon ami, donc je ne vais pas le décrier, je trouve qu'il a un talent fou. Peut-être qu'il l'utilise parfois à l'excès, mais ça c'est c'est son problème, et c'est sa personnalité. Mais c'est une des révélations de ces 10 dernières années, incontestablement. Moi, qu'est-ce qu'il a pu me faire rire à RTL? Rien n'était écrit entre nous. C'était encore un espace de liberté. Et on riait comme deux gamins. Et quand on se parle, quand on se voit, on rit encore comme deux gamins. Et toi, tu es infidèle, hein? Ah oui, je suis fidèle. Tu ne suis pas la meute, hein? Ah non, je ne suis pas la meute. Ouais. Parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il reçoit en ce moment? Moi, je ne porte pas jugement sur ce qu'on lui reproche, c'est mon ami. Mais il y en a qui suivent la meute et qui sont contents de faire partie de la meute en disant tiens, allez, on va y filer encore un coup derrière la tronche. Ça m'énerve un peu beaucoup. Et la fermeture de C8 par exemple? Je trouve que c'est scandaleux. Moi, personnellement, je trouve que priver les téléspectateurs d'une chaîne qui est suivie et appréciée, le fait que 9 personnes, fussent-elles sages, que 9 personnes décident de la vie de 200 ou 300 personnes, parce qu'il y a tout le monde derrière. Hein. Ouais. Il y a tout le monde dans les chaînes de télévision. Il n'y a pas que ceux qui sont la fabrication, la diffusion, la création, etc. Donc je trouve que c'est très dommageable. Mais c'est un avis très personnel. C'est ton portrait que nous dressons. D'ailleurs, question un peu difficile, mais je sais que tu réponds toujours cash. Quel est l'animateur dont tu te sens le plus proche aujourd'hui dans le paysage audiovisuel français? C'est compliqué à dire en effet, mais moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Cyril Ferron. Ouais. Parce qu'il réussit tous les concepts dont il a la charge. Hein. Et je trouve qu'il est très bien, il est heureux de travailler. C'est un fou de travail. Il me rappelle un peu moi mes débuts quand je faisais tout, etc. Je lui conseillerais parfois de dire non. Ça fait du bien de refuser, parfois, et de ne pas tout prendre. Mais il est incontestablement talentueux, et c'est une des grandes vedettes de demain. Et à l'inverse? Ah non, non. Je ne peux pas me permettre de dire qui je n'aime pas. Quelqu'un qui t'a déçu, peut-être? Non, j'ai pas le droit de dire ça. Ouais. On peut pas dire ça. Je viens de dire que j'étais contre la meute qui criait contre Cyril Hanouna. Tu vas pas me demander d'ajouter un nom à la liste. Bah, tu aurais pu le faire aussi. Non, mais je fais pas. C'est intéressant. C'est très intéressant. En revanche, on t'a fait mal dans ce milieu?
Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'on m'a fait mal, c'est sûr que parfois tu lis des trucs. Mais c'est curieux parce que je lisais il y a 10-15 ans des articles qui étaient assez désagréables à mon endroit. Et ils ne le sont plus parce que la génération a changé. Et la génération, les journalistes d'aujourd'hui me considèrent pas comme un vieux monsieur, mais comme quelqu'un à la notoriété assise et sont extrêmement respectueux. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'on avait le même âge. Parce que les journalistes disaient, il y avait un peu de jalousie sur le fait que certains prennent davantage la lumière que d'autres. Bon. Et là, non, j'ai senti une certaine... Je sais pas, les journalistes m'aiment bien en ce moment, je sais pas. Ça peut changer. Hein. Ça fait mal quand même, il faut prendre des distances en fait. Ah oui, ça fait mal. Le secret, c'est ça. Alors, il faut pas lire, mais il y a toujours quelqu'un qui dit « T'as lu Voilà. Ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est une plaie. Oui. C'est terrible. Tous les gens disent « Pourquoi ci et pourquoi là et pourquoi ci ?» Ben fais-le. Hein Fais-le, parce que... C'est-à-dire que notre métier, on donne l'illusion de la facilité, alors que c'est tout sauf facile. Alors c'est vrai que les gens peuvent croire, être censés croire que eux aussi pourraient. Certains pourraient, mais d'autres pas du tout. C'est toujours plus facile de dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, ce programme qui nous a nul à chier, etc. Ah oui, ça c'est moi, je peux le faire. Mais le faire, le programme nul à chier, c'est autre chose. Évidemment. Et le dire quand c'est bien aussi. Et le dire quand c'est bien aussi, mais ça c'est plus compliqué. Bon, les Miss France. Ça, les Miss France. Évidemment. Écoute, j'en ai connu 1500. J'ai élu ma 30e. Tu t'es toujours trompé? Je me suis toujours trompé. Même quand j'ouvre l'enveloppe de Simonin et l'huissier de justice, que je vois les deux noms, je dis merde, j'avais voté pour l'autre. Voté dans ma tête, que je vote pas. Et d'ailleurs, heureusement que Miss Provence n'a jamais. Sinon, j'arrête, ouais. Ben, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai. J'en sais rien, on verra bien. Non. On verra bien. C'est ça. Je ne vais pas faire Miss France pendant 15 ans encore. Hein. Bon, tu sais qu'on a reçu deux Miss, nous. Hein. On a reçu Nathalie Marquet-Pernot, évidemment. Bien sûr. Sur Entre vous et moi, et Delphine Vespizer. Ah, Delphine Vespizer. Si je te donne les années, tu vas savoir ou pas? Non, je ne saurais pas. Ouais, bon, Nathalie, c'est d'abord. Hein, c'était... 87. Et Delphine, 2012. 2012. Ouais. Le souvenir qui t'a le plus ému dans l'émission des Miss France? Les souvenirs qui m'émeuvent le plus, c'est quand tout s'éteint. Quand la Miss se jette dans les bras de ses parents. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y en a 30 et il y a 60 parents qui disent « c'est ma fille qui est la plus belle ». Il n'y en a qu'une qui est élue. Et quand on voit les larmes aux yeux du papa, de la maman et de la Miss se serrer en disant « vite, il faut que je parte à Paris pour faire les photos pour un match, etc. » C'est des moments très, très émouvants. Et comme quoi, ceux qui décrivent les Miss ont tort parce que d'abord les Miss ont changé. Les deux que tu m'as cités en sont la preuve. Et que c'est un beau programme familial. Et quand tu évoques justement ce moment où tout s'éteint, c'est aussi de se dire que la vraie vie, elle est là aussi. Bien sûr. Ne jamais oublier d'où l'on vient. Ne jamais oublier, évidemment. Ne jamais oublier, toi. Évidemment. Moi, j'oublie pas d'où je viens. Un petit mot d'ailleurs sur la dame au chapeau. Ah, Geneviève. On s'entendait pas toujours très bien. Ouais. Geneviève, c'est-à-dire qu'elle pensait toujours qu'elle était sur la scène d'un théâtre de village. Ouais. Et alors elle me disait ah oui, il faut que je remercie Peugeot qui m'a donné une voiture. J'ai dit tu remercies rien du tout parce que on est à la télévision. Et moi il y a TF1 Pub derrière qui me disait surtout dès qu'elle commence à être, tu lui prends le micro. Alors mais je veux dire un petit mot sur Air Mauritius. Tu dis pas de petits mots sur Air Mauritius. Donc elle faisait son marché elle-même devant 10 millions de téléspectateurs alors que des contrats publicitaires extrêmement précis et rigoureux avaient été passés. C'est pour ça qu'à TF1, ils m'ont dit désormais tu auras un micro comme ça. C'est toi qui donnes. Merci Geneviève. Ah ouais, voilà. ouais. Mais bon, c'était l'image iconique des Miss France, bien sûr. Évidemment. Tu te souviens d'ailleurs, parce qu'on parle des Miss là qui sont sur scène, tu te souviens toi de ta première scène, en tous les cas, un plateau qui t'a foutu les pétoches peut-être, non? Quand tu as commencé? Mais j'ai cette chance-là que la pétoche, je l'ai avant. Okay. Et je l'ai pendant le générique, et pendant les dernières notes du générique, la pétoche s'en va. Heureusement. J'ai toujours eu ça, même à la radio. Avant, j'avais toujours un chat dans la gorge. Et donc, ensuite,
dès qu'il y avait le rouge, j'avais plus de chat dans la gorge. Donc c'est cette poussée montée d'adrénaline pétocharde qui fait qu'ensuite ça va bien. Et t'es bien sur scène, t'es bien en plateau. Je suis bien, je suis chez derrière moi. le micro. Ah ouais, je suis bien. C'est chez toi. L'année dernière, t'es même allé un peu plus loin puisqu'on t'a découvert comédien, où tu ne jouais pas ton propre rôle pour le coup. Tu n'étais pas Jean-Pierre Foucault, l'animateur. Pour la première fois, oui. Ouais, tu étais un architecte témoin d'un meurtre et potentiel suspect. Comment tu as vécu cette expérience-là ? C'était compliqué. Ouais. C'était difficile parce que pour la première fois depuis ma scolarité, il a fallu que j'apprenne par cœur. Moi, dans mon métier, je dis ce que je pense. Et je dis ce que... Mais apprendre par cœur pour que la personne en face de moi puisse enchaîner sa propre réplique, ça a été compliqué. Ça a été dur. Et puis, surtout, la télévision un programme de 3 heures, je suis 3 heures sur scène. Un programme de 3 heures au cinéma, il faut 15 jours, parce qu'on fait 3 minutes par jour ou 2 minutes par jour. On attend. Alors certes, il y a un beau fauteuil tournant derrière, mais bon. Mais ça a été couronné de succès, j'étais ravi. Tu puises où cette énergie ? Quand je parle d'énergie, c'est que Jean-Pierre Foucault, tout costaud qu'il est là, il y a quand même un corps qui doit suivre. Il y a quand même un corps qui doit suivre. 9 mai 2023. C'était le 9 mai ? Je suis mort 2 fois. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'en sais rien. Je descendais d'un avion. Je revenais du Maroc. Et je suis allé au parking à pied qui était un peu loin, puis j'ai senti une douleur, etc. Donc j'ai pris ma voiture, j'étais avec ma femme, on est rentré à la maison. J'ai dit donne-moi de l'eau, puis la douleur ne partait pas. Et je me suis allongé dans le jardin, et j'ai appelé les pompiers qui sont venus. Et j'ai fait une crise cardiaque avec 2 arrêts en attendant l'hôpital. Mais ça y est, c'est fini. C'est un stent qui s'était bouché. C'est curieux quand même. Donc maintenant, ce que je vis, c'est durable. C'est sympa. Non ? On y pense à la mort ? J'y ai pensé là, mais j'y pense plus. Mais ça va. Je pense qu'on va tous y arriver un jour. Je crois. On va tous y arriver un jour. Mais est-ce qu'il y a quelque chose après ? On verra bien. Enfin, pendant mes 2 arrêts, j'ai rien vu. C'est ça. C'est ça, il n'y avait pas le tunnel. Non. C'est ça. Ton mot préféré, Jean-Pierre ? Merci. Celui que tu détestes. Encore. C'est jamais assez. Ton gros mot préféré ? Merde. Celui que tu disais à Geneviève ? Oui, il m'est arrivé de le dire, oui. Merde. Ta chanson préférée ? Sous le soleil, exactement, de Serge Gainsbourg. Parce que ça dit tout. Pas à côté, pas n'importe où. Oui, exactement. Et que dirais-tu à ton papa, là, maintenant, s'il était là ? Tu vois, ce n'était pas mon dernier mot. Merci en tous les cas de m'avoir invité. Merci à toi. Beaucoup. Je suis hyper émue. Moi aussi. Merci à toi. Merci. Non, arrête, mais c'est con ça, non. Mais arrête. Venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'Entre vous et moi, disponible sur vos plateformes préférées.